Ce matin, nous avions des choses qui étaient très, très terrain, très pratico-pratiques, ou en tout cas qui prétendaient changer les choses ici tout de suite, notamment le bloc opératoire, le dossier médical, même si on a bien compris que ce n'était pas nécessairement ce qu'on observait dans le quotidien des structures, des établissements de santé. Mais bon, on était quand même sur ici, maintenant, tout de suite. Cet après-midi, je pense qu'on va éloigner, prendre un peu de champ, un peu de recul. On prend du champ à la fois par la largeur des regards qui vont être, ou la diversité des regards qui vont être posés. Nous aurons à peu près le même format, donc à la place de table ronde, on appellera ça un débat, mais quelques exposés, enfin trois exposés pour 4 exposés, oui, voilà. Ça devient compliqué. Lorsque j'étais militaire, j'avais appris à compter jusqu'à 2, 4, ça devient compliqué. Et pourtant, j'ai rempilé par la suite. On va commencer d'abord, ce qui me ramène aussi à mon emploi du temps d'hier soir, puisque je regardais un épisode de L'homme qui valait 3 milliards. Donc on va commencer par les exosquelettes. On a les loisirs qu'on peut. Je pense que ça va être la version très modernisée et bien différente de ce que j'ai pu voir. Je cède donc la parole maintenant à Nathanaël. Merci. Bonjour à tous, merci déjà pour l'invitation. Donc je suis en fait chargé de recherche CNRS dans un laboratoire de robotique de l'université Pierre et Marie Curie, et je m'intéresse en fait principalement à l'interaction physique homme-machine dans des cadres de rééducation, d'assistance à des personnes souffrant de troubles moteurs. Donc là aujourd'hui, je vais essayer de dresser un état rapide des lieux des exosquelettes robotisés. Donc en fait, le constat il est le suivant, c'est que quand on regarde en fait dans la littérature ce qui existe, dans les médias, des exosquelettes, il y en a partout. Là, vous avez des exemples des exosquelettes qui existent dans les laboratoires pour le membre supérieur, pour le membre inférieur. Il n'y a pas un laboratoire de robotique de renom qui n'ait pas sa propre plateforme. Pareil pour des exosquelettes qu'on appelle corps complet. Donc vous allez avoir pléthore en fait de plateformes, et ça donne quand même l'idée qu'on est assez avancé là-dessus. Et puis à ça s'ajoute le fait qu'on vit dans une époque dans laquelle il y a une mythologie du corps réparé, augmenté, de ce mythe culturel du cyborg qui est très forte, très prégnante. On a tous en tête l'exosquelette d'Alien ou les films assez récents comme Iron Man, etc., qui finalement jouent le discours, et l'idéologie est entretenue aussi par des groupes engagés comme H+, ou les courants transhumanistes, joue un peu de cette image-là. Et cette image, elle est assez renforcée aussi par la surreprésentation médiatique qu'il va y avoir de héros ou de monstres au sens de Foucault, c'est-à-dire des gens inclassables, à la fois amputés mais athlètes de haut niveau, à la fois handicapés mais incroyables. Par exemple, là, vous avez Claire Lomas, qui est une Anglaise qui a parcouru un semi-marathon avec un exosquelette, où il a fallu plusieurs jours. Mais voilà, et donc ça génère en fait des phénomènes de fascination, de simplification, et puis aussi ça légitime en quelque sorte cet imaginaire de l'homme augmenté. Et donc c'est vrai qu'il est assez difficile de faire la part des choses entre ce qui existe et ce qui n'existe pas. Pourtant la réalité technique elle est assez décalée. Alors ça c'est une image qui est un peu vieille, mais par exemple ce qui s'est passé en 2014 pour l'ouverture de la Coupe du Monde, c'était un chercheur brésilien assez connu qui s'appelle Nicolas Elis, qui travaille sur les exosquelettes, les interfaces cerveau-machine, et vous avez en haut à gauche ce qui était attendu, un paraplégique qui allait se lever au milieu du stade, se mettre debout, marcher vers le premier ballon et le tirer. Et puis la réalité où on voit en fait qu'on a eu un patient qui est arrivé avec une espèce d'armure énorme de 200 kg maintenue par 2 aides, qui a vaguement réussi à lever le pied. Et ça illustre assez bien, hélas, l'état de la réalité technique et technologique et scientifique sur cette question. Donc un autre point qui est important, en fait, c'est de regarder l'évolution technologique qui a eu lieu, parce que finalement on a l'impression que c'est moderne, un exosquelette, que c'est un truc du futur, alors en fait l'idée, le concept est vraiment ancien. On considère en fait que le premier exosquelette c'est le Hardiman de General Electric, qui a été conçu en 1965, dès le départ pour l'assistance à opérateurs sains dans un milieu industriel. Donc vous voyez la taille de la structure, la seule chose fonctionnelle qui a été réalisée c'est la pince que vous voyez là, mais on avait un système avec une salle de calcul énorme, un système vraiment très lourd et inexploitable, et on avait déjà des recherches qui était faite à la NASA, à l'Institut Cornell, d'amplificateurs de force. Alors ça, c'est un prototype qui n'a jamais été actionné, mais en dessous, vous avez quelque chose de vraiment intéressant, parce qu'à l'heure actuelle, on vit une époque où on commence à avoir des exosquelettes pour l'assistance à la marche des patients paraplégiques. On a l'impression que c'est le futur, alors qu'en 69, au Mihailo Pupin Institute en Serbie, ce concept-là d'exosquelette d'assistance à la marche à base d'un système pneumatique était déjà opérationnel. Alors il y avait effectivement un ombilical, une salle de calcul, des systèmes assez complexes à mettre en œuvre, mais le concept était là. Donc finalement, quand on regarde l'histoire, on n'est pas très moderne en fait sur le principe d'exosquelette.
Alors les exosquelettes, en fait, pour arriver à comprendre, c'est pas un objet unique. Il y a vraiment différents types d'exosquelettes qui sont liés à différents besoins. Et en fait, on peut les catégoriser de cette façon-là. D'un côté, on va avoir les exosquelettes dits de rééducation. Alors, on reviendra un peu dessus, mais par exemple, là, on a des exosquelettes qui sont donc des structures qu'on trouve dans certains hôpitaux français déjà, l'arméo pour le membre supérieur et le locomat pour le membre inférieur. Et puis, d'un autre côté, on va avoir l'assistance à deux types. D'un côté, l'assistance à des personnes qui souffrent d'un handicap, par exemple des paraplégiques. Là, vous avez le CEO de la société israélienne Rewalk, qui est un des leaders de ce type de structure. Et puis l'assistance à opérateurs sains, qu'on peut qualifier d'augmentation, avec beaucoup de projets qui sont destinés aux militaires ou à l'industrie traditionnelle. Alors en fait, on peut les classer comme ça, on peut les classer d'autres manières, l'actionnement, le type de structure, si c'est membre supérieur, membre inférieur, corps complet, etc. Mais celle-ci, c'est celle qui est peut-être la plus pertinente. Pourquoi ? Parce que en fait, derrière ces différents types d'applications, ces différents objets en fait, dont on parle, c'est-à-dire différents besoins. L'objectif d'un exosquelette de rééducation, c'est de réapprendre au patient à utiliser son propre corps. C'est-à-dire que le but, c'est une machine comme de kiné un peu sophistiquée. On parle en général de rééducation neuromotrice, donc des gens qui ont un trouble du contrôle et pas simplement une perte physique avec nécessité de se remusculer. Donc des gens après un AVC ou des choses comme ça. Je reviendrai un peu sur cet exemple si j'ai le temps sur la fin. Et donc l'idée, c'est vous allez passer du temps dans cette machine qui doit vous encourager, vous aider à récupérer vos propres capacités motrices, parce que quand vous rentrez chez vous, vous n'avez plus accès à ce dispositif. Ce qui est très différent dans le cas de l'assistance, parce que l'assistance, c'est le système pour qu'il fournisse son effet, son bénéfice, il doit être porté. Donc l'assistance dans le cas de la suppléance au handicap, c'est des gens qui ne récupéreront pas leur capacité. Par exemple, un patient paraplégique qui a une lésion médulaire, il ne récupérera pas, du moins peu, ses capacités motrices, et donc il lui faudra tout le temps la structure pour pouvoir se mettre debout, marcher, etc. Donc c'est très différent en fait dans les intensités d'utilisation. Et pareil pour l'opérateur sain, on va avoir déjà quelqu'un qui est moins fragile et qui va devoir aussi le porter tout le temps. Donc le cahier des charges est forcément différent. Dans le cas d'un exosquelette de rééducation, c'est une utilisation temporaire, un patient très fragile. On va avoir une commande, ce qu'on appelle directe par le patient, parce que le but, c'est pas qu'avec son nez, il pilote son bras, c'est vraiment qu'il arrive à retrouver le contrôle de son bras. Donc c'est directement en se mouvant qu'il va devoir partager le contrôle avec la structure. L'action articulaire, c'est qu'on travaille vraiment à contrôler chacune des articulations, alors que dans le cas de la suppléance, on va avoir une utilisation donc permanente, c'est-à-dire que la personne va devoir tout le temps le porter pour qu'il soit exploitable, toujours un patient fragile, la commande directe aussi, mais l'action peut être sur le main ou le pied seulement, c'est-à-dire que du moment qu'on lui pose bien le pied au bon endroit et qu'on récupère les efforts, etc., finalement de savoir ce que fait son genou n'est pas une priorité, on n'a pas besoin de lui réapprendre à bien contrôler son genou. Et donc la commande indirecte, c'est qu'on peut avoir des dispositifs, par exemple, comme, ça c'est un exosquelette, le Rex, où la personne ne se pilote pas en faisant des mouvements, parce qu'elle n'a pas de capacité, elle va se piloter par le biais d'un petit joystick qui est placé sur une commande à proximité de sa main et qui va lui permettre de contrôler son déplacement. Pour l'augmentation, là on est dans un cas différent, c'est on est avec un sujet sain, expérimenté, un opérateur industriel, quelqu'un qui peut commander directement le dispositif, peut reprendre les efforts, peut-être apprendre à faire des actions stéréotypées, pas très naturel, mais pour que l'exosquelette le comprenne bien, ce qui donne les choses assez différentes. Par exemple, ces exosquelettes pneumatiques qui demandent, ou hydrauliques qui peuvent vous endommager un peu le bras, mais qui demandent réellement en fait, des gestes caricaturaux pour comprendre votre intention motrice et pouvoir la rejouer. Donc il y a plein de particularités. Vraiment, dans la rééducation, c'est un des domaines les plus complexes parce qu'il y a un phénomène d'apprentissage en cours. On utilise une structure pour que la personne apprenne à réutiliser son corps. Et donc si on a un exosquelette qui est défectueux, qui frotte, qui a certaines particularités sur certaines articulations par rapport à d'autres, il y a le risque, comme il y a un processus d'apprentissage, que la personne apprenne à remouvoir dans l'exosquelette et conserve des marques. On ne veut pas qu'une personne, ça puisse se voir dans la rue qu'elle a été rééduquée avec l'exosquelette parce que cet exosquelette frottant plus au niveau du genou que de la hanche, et les gens qui passent par ce robot-là utilisent plus leurs hanches que leurs genoux. Donc il y a une grande difficulté, et puis il y a une nécessité d'enregistrer toutes les performances, les mesures, pour traquer l'activité et adapter la thérapie. Pour la suppléance, on est dans des exosquelettes un peu particuliers qui n'ont pas besoin d'être transparents, alors je reviendrai sur ça à la fin, mais ce sont des machines à faire marcher. Donc concrètement, c'est quelque chose qui vous manipule une partie de votre corps qui est handicapé, et donc vous n'avez pas de contrôle direct sur vos jambes, donc ça pourrait être un robot industriel qui va le déplacer, ce qui est très différent dans le cas de la rééducation ou de l'assistance, où en fait là,
la personne est encore au contrôle, elle fait des mouvements, il ne faut pas l'entraver à certains moments, il faut respecter ses intentions motrices au niveau de ses mains et de ses jambes. Je vais revenir sur ça, vous allez peut-être voir des choses un peu plus claires par la suite. Donc qu'est-ce qui est vraiment disponible? Pour les exosquelettes de rééducation motrice, c'est simple, il y a en fait une seule société, disons le leader mondial, c'est une société suisse qui s'appelle Okoma, qui est attachée à l'ETH Zurich, qui est une grande école d'ingénieurs suisse. Et donc on a deux plateformes qui commencent à équiper des hôpitaux. Donc le Locomat, un exosquelette d'assistance à la rééducation de la marche. Donc ça remplace en fait les deux kinés qui étaient allongés par terre autour de barres parallèles et qui, dans les premières phases de la rééducation, vous manipulent complètement les jambes un par un. L'idée, en fait, c'est vraiment donc un tapis roulant, une paire d'exosquelettes non réversibles, c'est-à-dire une machine qui vous fait bouger les jambes, parce qu'on considère que même quand vous ne pouvez pas bouger, au début, c'est intéressant de vous manipuler, ça stimule la récupération des structures cérébrales associées au mouvement. Puis vous avez le Armeo Power, donc il faut imaginer en fait que ces exosquelettes-là ressemblent plus à des gros joysticks à retour d'effort, complexes, qui s'attachent sur tout le bras, qui sont en général couplés à ce qu'on appelle des jeux sérieux, des serious games, qui vont permettre en fait non pas de remplacer un thérapeute, mais de fournir un outil au thérapeute qui va permettre aux patients de faire peut-être 1000 répétitions de gestes dans un cadre ludique un peu plus motivant et un peu plus intense que celui d'une thérapie conventionnelle classique. Mais à l'heure actuelle, disons qu'il n'y a pas de papier ou d'études qui montrent qu'avec un robot, c'est meilleur qu'avec une thérapie conventionnelle. Ce serait peut-être même l'inverse. Alors, il y avait aussi marqué en bas Tyromotion, c'est un concurrent autrichien qui essaie de développer aussi des produits voilà, sur le marché, mais des exosquelettes plus simples, à câble, des structures qui vous tiennent le bras. Pour l'assistance à la marche, il commence à y avoir vraiment des choses disponibles commercialement, pas pris en charge par la sécurité sociale, du moins en France, mais qu'on commence à retrouver dans les institutions médicales. Par exemple, le Rewalk est en test à la clinique de Kerpap, en Bretagne. Et donc, ce sont des exosquelettes pour des personnes qui n'ont plus le contrôle de leurs jambes. Donc, concrètement, deux types. Alors, le Rewalk ou l'Exo, ce sont pour des gens qui ont une rupture médulaire assez basse, ce qui fait qu'ils ont un contrôle quand même de leur tronc. Et c'est à eux d'assurer leur propre équilibre avec des béquilles. Alors que pour certaines liaisons plus hautes, on va avoir des exosquelettes de type Rex, où là, en fait, c'est une vraie paire de jambes qui marche pour vous, une paire de jambes humanoïdes, et puis on vous insère dedans, et elle assure aussi votre stabilité. Le Rewalk et l'Exo, ce sont des systèmes où elles vont vous faire bouger les jambes selon un cycle de marche, mais c'est à vous de garantir le déplacement. Concrètement, comment ça marche? Rien de très sorcier. Vous avez une montre, par exemple dans le cas du Rewalk, mais ça serait pareil pour les autres. Vous avez une montre, vous allez choisir un mode sur la montre, se mettre debout, marcher, ou monter des marches. Quand vous êtes en fait se mettre debout, en fait si vous penchez votre dos, il y a un accéléromètre qui détecte vos penchés de dos et là automatiquement ça vous met debout. Quand vous êtes debout, vous allez appuyer sur marcher et dès que vous penchez le torse vers l'avant, ça enclenche un cycle de marche qui a été prédéfini avec le thérapeute et dès que vous relevez, ça arrête. Pas plus, pas moins. Voilà à peu près ce que fournit ce genre de dispositif. Mais ça répond à un besoin précis, ponctuel, et ça rend assez satisfait les utilisateurs. Le but n'est pas de remplacer le fauteuil roulant qui reste le plus rapide pour aller d'un point à un point B, mais pour gagner en dignité, pour aussi des problèmes de circulation, de transit intestinal dont on parle assez rarement dans les pathologies de plégie. C'est des choses intéressantes. Alors il y a des alternatives, il y a l'exoathlète russe, il y a une marque française de jeunes centraliens qui annonce un produit depuis quelques années qui s'appelle Wondercraft. Et concrètement, donc voilà, en situation, là il y a eu récemment la compétition, le cibathlon, donc une sorte de compétition alternative aux Jeux paralympiques, qui en fait est une compétition destinée à des gens équipés d'orthèses ou de dispositifs technologiques actifs qui ne sont pas autorisés en compétition paralympique traditionnelle. Donc là, vous avez l'épreuve par exemple d'exosquelette et vous voyez un peu la difficulté que c'est pour simplement monter une petite pente. On a des gens extrêmement musclés qui supportent beaucoup du contrôle et de la stabilité avec le haut du corps. On a un système très entravant, très instable et donc ça va sur marcher une ligne droite, mais monter des marches, faire des slaloms, etc., ça reste très compliqué. Et c'est réellement des athlètes qu'on a aux commandes de ces choses-là pour arriver à garder un bon équilibre ou avoir des résultats satisfaisants. Pour les marches, on est avec du mode marche par marche. Certains sont obligés de descendre en arrière les marches. Enfin, voilà, c'est vraiment les débuts. Pour les exosquelettes d'assistance à opérateurs sains, il commence à y avoir des solutions, de plus en plus. Alors on a en fait une fierté française qui est là, c'est la société RB3D, qui est une société auxerroise, qui est spécialisée dans l'ergonomie.
Et en fait, ils sont allés vers le développement d'un exosquelette de port de charge, que là vous voyez en test chez Colas Suisse pour une opération génie civil de tirée de râteau. Et donc l'idée, c'est un système attaché aux jambes, aux pieds et aux hanches, et qui en fait reprend une partie du poids que vous pouvez poser sur une nacelle, où là par exemple l'effort de tirer le râteau pour déposer le goudron assez visqueux qui est très fatigant, qui est en fait attaché, le râteau est attaché aux jambes. Et puis vous avez des structures, alors bon, des structures historiquement assez célèbres, même si tout le monde est très sceptique là-dessus, par exemple l'exosquelette Cyberdine, le HAL, qui existe depuis une dizaine d'années, mais pour lequel il y a peu de publications, donc beaucoup de doutes sur son efficacité. Et puis on pourrait imaginer qu'un opérateur industriel comme Lockheed Martin, qui est ici, au milieu, développe des armures incroyables. Mais il faut voir qu'à l'heure actuelle, ce que propose Lockheed Martin, par exemple avec ce système, le Manta, c'est un système très simple. C'est l'équivalent d'un Steadicam, qu'utilisent les opérateurs caméra, en fait, qui permet, avec un plastron, de récupérer le poids de la caméra avec un bras à ressort, pour en fait éviter de porter à bout de bras un outil. Et donc là, vous avez le même type de système qui reprend le poids, par exemple, d'une meuleuse et reprojette ça au sol via une structure métallique passive, simplement animée de ressorts amortisseurs. Donc voilà à peu près le type de dispositif qui existe. Alors un exosquelette comme le RB3D, ça fonctionne de la façon suivante. Vous avez une attache au niveau des hanches, une attache sous les pieds, et puis en fait, vous allez devoir faire une marche un peu stéréotypée pour que le système détecte ce que vous êtes en train de faire et vous assiste sans vous entraver dans votre déplacement. Fluide, on pourrait mettre des guillemets. Et donc là, vous allez pouvoir en fait récupérer le poids d'une charge que vous portez sur la nacelle et qui va être repris directement par la structure, donc que vous n'avez pas à porter vous-même. Donc dans ce domaine-là, voilà à peu près où on en est dans les exosquelettes. Mais il y a des solutions à venir à court terme, notamment dans le cadre des exosquelettes passifs pour la prévention des troubles musculo-squelettiques. C'est un des grands enjeux au niveau français et au niveau européen. Il faut savoir que les coûts induits par pas mal par les troubles musculo-squelettiques sont de plus en plus importants avec un vieillissement de la population, avec des postes qu'on ne peut pas robotiser dans lesquels restent des opérateurs humains qui s'abîment le corps de manière assez importante. Donc il y a beaucoup de structures qui se développent pour compenser le poids des bras ou des outils, toujours à base de systèmes d'équilibreur de gravité de ressort comme le Steadicam. Vous avez le Exos de la société L'Aigle, qui est une société à la base de caméras. Vous avez le Gobio, l'exosquelette que vous voyez en bas, alors je ne sais plus son nom, mais de Gobio Robotique, qui est une boîte dans le sud-ouest, je crois, de la France. Vous avez le Robomate, qui est issu d'un consortium de recherche d'une douzaine d'acteurs de recherche qui est sur le point de devenir un produit. Vous avez aussi des dispositifs d'assistance au maintien postural ou la prévention des postures dangereuses. Alors par exemple, vous avez la selle de chez Honda, en quelque sorte une sorte de paire de jambes que vous avez entre vos jambes, qui ne vous entrave pas la marche et que vous pouvez verrouiller à des moments, qui vous permet en fait de rester dans des positions semi-accroupies qui sont utiles sur des chaînes de montage par exemple et qui sont extrêmement fatigantes d'un point de vue des articulations et métaboliquement. Vous avez par exemple un autre produit de chez Gobio qui est très intéressant à mon sens, très simple. C'est une structure passive à base de ressorts qui en fait que vous portez, une sorte de corset qui vous force à plier les genoux pour vous pencher, pour éviter qu'en fait les gens soulèvent des charges en n'utilisant pas leurs genoux, enfin utilisent simplement leurs reins et leur dos pour soulever quelque chose. Donc dès que vous essayez de vous pencher vers l'avant, ça vous force une génuflexion pour prévenir de ces mauvaises postures. Vous avez la Chairolution de chez Nouni qui est en test à l'heure actuelle sur des chaînes de montage de Audi. Même principe, une structure qui peut être verrouillée à des moments et qui vous permet de rester bloqué en position quand vous faites certaines opérations. Alors il y a aussi des vraies augmentations motrices, mais assez simples, qui sont à l'étude dans pas mal de laboratoires et en passe d'être transférées. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les vraies structures d'augmentation, ça reste des choses très simples. On n'est pas sur des armures énormes, hydrauliques de 200 kg, on est sur des choses qui vont en fait essayer de vous faire une réduction des coûts métaboliques. Par exemple, là, vous avez un set de dispositifs qui sont des systèmes qui vont vous assister ponctuellement sur une opération dans un cycle, par exemple, de marche ou de course, qui est très coûteuse, notamment le relevé de pied. Quand vous courez, en fait, l'opération de relever des doigts de pied est coûteuse énergétiquement, et d'avoir un simple mécanisme à câble ou à ressort releveur de cette opération-là, ça peut vous faire gagner entre 5 à 15% de consommation énergétique. Donc en fait, à venir, même les militaires se dirigent plus vers des structures de ce type-là, qui sont moins entravantes et réellement qui apportent une performance, que vers des structures hydrauliques énormes qui finalement vous augmentent ponctuellement mais pas sur grand chose. Parce que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand on parle d'augmentation, ce sont des augmentations ponctuelles. C'est-à-dire que par rapport à la polyvalence du corps humain, qui est notre premier outil,
Les dispositifs existants font assez pâle figure parce que, si vous voulez, pour retrouver la capacité à faire plusieurs opérations, par exemple, courir vite en gagnant de l'énergie, il va falloir ce type de système. Pour lever des charges importantes à hauteur de tête, il va falloir un autre système. Pour garder l'équilibre, ça sera encore un autre exosquelette. Pour avoir une force surhumaine, une autre structure. Pour gagner en capacité d'augmentation de la main, ce sera encore une autre structure. Donc un dispositif par augmentation. Et en plus, en général, l'augmentation que vous gagnez, c'est parce que vous avez sacrifié certaines autres opérations. C'est-à-dire que je peux vous dire que le Sarcos qui est là, hydraulique, vous pouvez soulever peut-être effectivement 70 kg à bout de bras. Oui, Sarcos, effectivement, c'est rigolo. Mais concrètement, pour vous déplacer, il est extrêmement entravant et vous allez avoir des problèmes à vous déplacer rapidement, ce qui fait que même certains exosquelettes qui ont été pensés de port de charge, de barda pour des militaires, ont des systèmes de déconnexion ultra rapides parce que quand il faut s'échapper rapidement, il vaut mieux laisser l'exosquelette sur place et s'échapper plutôt que d'espérer arriver à se sortir d'une situation à risque rapidement avec ce genre de structure entravante. Donc concrètement, en fait, on voit que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des verrous technologiques qui ont sauté depuis quelques années. On a des batteries plus performantes, plus d'autonomie, de légèreté, des nouveaux matériaux, de carbone. On a une puissance de calcul embarquée qui a extrêmement progressé par rapport aux structures des années 70. On a donc des avantages là-dessus qui nous permettent de reprendre des concepts anciens et de les rendre réalistes et possibles. Mais derrière, il y a des verrous scientifiques qui ne sont pas du tout résolus, notamment ceux du partage de contrôle. Et donc derrière de la détection du respect des intentions motrices, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on sait faire des choses dans le cas le plus simple, qui est l'assistance à la marche des paraplégiques. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils n'ont pas le contrôle de leurs jambes, donc on en prend le contrôle, on les fait bouger, mais on n'a rien à vraiment attendre d'eux, si ce n'est un ordre de « avance, arrête-toi », pas plus. Les cas les plus complexes, c'est par exemple la rééducation ou l'assistance à opérateur sain, où là, en fait, on doit y avoir un partage de contrôle, c'est-à-dire le robot doit savoir ce qui est un bon geste, ce qui n'en est pas un. Si ce n'est pas un bon geste, le corriger sans faire tomber la personne. On a 2 énormes projets européens encore à l'heure actuelle qui s'appellent Balance et Symbitron, qui semblent les plus gros acteurs européens de recherche sur ces domaines-là, qui en sont à peu près au niveau de ne pas faire tomber la personne quand on essaie de lui corriger le geste. Et donc, le cas peut-être le plus simple, ça va être celui de l'assistance à une personne âgée qui a des troubles de l'équilibre ou de la marche, parce qu'il va falloir ne pas l'entraver à certains moments, il va falloir bien pouvoir la sécuriser à d'autres et donc là reprendre le dessus sans la faire tomber. Donc c'est tous ces problèmes en fait de la transparence, de la maîtrise de l'interaction physique et puis derrière des questions fondamentales en fait de compréhension du système sensorimoteur humain. En fait, c'est ça les vraies questions qui sont derrière et pour lesquelles on progresse très très lentement. Alors, je vais essayer très rapidement en prenant un exemple de vous faire sentir un peu plus les difficultés de cette notion de partage, de contrôle, etc. sur le cas de l'exosquelette de rééducation qui est celui sur lequel je travaille un peu plus. Donc en général, l'exosquelette de rééducation, ça se focalise sur un cas qui intéresse tout le monde, qui est celui de la rééducation post-AVC. Donc après un accident vasculo-cérébral, donc les attaques cérébrales sont la 2e principale cause de décès, la première cause de handicap acquis dans les pays dits développés. Et donc il y a certains symptômes de l'hémiplégie, c'est-à-dire vous avez une paralysie de la moitié du corps, vous allez avoir des troubles moteurs importants, en plus des troubles cognitifs, donc des troubles du tonus, des dystonies, des syncinésies, des articulations qui vont se mettre à bouger ensemble, des troubles sensoriels et sensitifs, vous allez négliger une partie de l'espace, vous allez avoir des troubles de l'organisation, de l'action. Et concrètement, ça donne des choses, par exemple, de ce type-là. Vous avez une personne qui est hémiplégique gauche, et donc vous voyez la disruption dans son schéma de coordination articulaire, la difficulté en fait à mouvoir son épaule, à piloter de manière synchronisée ses articulations, à gagner un bon contrôle. Donc ça, en fait, le but de la rééducation, en fait, c'est de récupérer des capacités de contrôle du mouvement et aussi des capacités physiques, parce que l'inactivité, en général, génère des pertes musculaires. La rééducation conventionnelle consiste à des exercices de thérapie physique, en gros des mobilisations passives dans un premier temps quand la personne ne peut pas bouger, puis actives. Et petit à petit, le but est en fait active, c'est-à-dire qu'on se met toujours du côté du patient. Au début, le patient ne peut pas bouger, donc on va le bouger, c'est toujours bénéfique. Et petit à petit, plus il va pouvoir bouger, plus on va le laisser faire, voire à la fin peut-être le perturber un peu pour qu'il récupère des fonctions de correction. Donc les voies actuelles du progrès, il n'y en a pas 50. Dans ce domaine-là, la seule chose dont on est sûr, c'est que si vous êtes motivé et si vous faites des exercices de manière intense, vous avez plus de chances de récupérer. On n'a pas d'autres certitudes. Donc c'est en plus à l'heure actuelle très empirique. Et donc derrière, les voies, c'est d'améliorer l'intensité, de maîtriser des paramètres physiques, donc c'est-à-dire d'essayer de quantifier ça un peu plus plutôt que l'empirisme actuel qu'il y a dans les mondes de la kinésithérapie, puis de comprendre derrière les mécanismes de neurologiques, de récupération. Et donc
la robotique, elle peut contribuer à ce type de progrès. Et c'est pour ça que depuis les années 90, il y a des structures qui sont développées. Alors je vais passer assez rapidement, mais la rééducation robotique, elle est née avec des systèmes très simples, plans, une sorte de joystick qui se déplace sur une table. Et on a obtenu donc ça c'est le MIT Manus qui est un robot pionnier. On a obtenu les premiers résultats. À partir de là, on s'est dit, allons vers le mouvement 3D, les articulations. Et donc, on est arrivé, disons que depuis 2011, où l'Armeo Power est sorti, il n'y a pas d'autres vraies structures commerciales qui soient sorties. Donc, il y a 30 exosquelettes dans le monde qui existent pour la neurorééducation. Il y en a 8 qui ont vraiment été testés cliniquement et 2 commercialement. Et disons que très vite, les gens développent une structure mécatronique, mais abandonnent parce qu'il y a énormément de difficultés à mettre en œuvre ce type de structure. Donc un exosquelette pendant la rééducation, en gros, comme vous l'avez compris, comme un thérapeute, il doit appliquer des champs de force et puis mesurer des caractéristiques de performance avec ses capteurs du patient. Et donc on va avoir un exosquelette qui, au début de la thérapie, doit être dans un mode passif, c'est-à-dire que la personne ne pouvant pas bouger, il va le bouger complètement. Donc il va falloir pouvoir bouger un bras. Et puis à la fin de la rééducation, au cours des séances, dans un mode actif dans lequel la personne est en charge de tout et on va juste corriger par petites touches ce qu'elle fait qui n'est pas bon. Et donc un exosquelette doit être puissant et non gênant, premier dilemme. Il doit être capable de détecter l'intention motrice parce que s'il frotte énormément et que la personne doit pousser énormément pour lui dire là je veux bouger, on ne va pas y arriver. Et puis maîtriser très bien les efforts d'interaction parce qu'on est dans un processus d'apprentissage. Donc en fonction de ce que la personne perçoit en termes de sensations, elle va s'adapter. Donc en fait, tout ça, ça donne un équilibre assez complexe, c'est-à-dire que les moteurs de cet exosquelette doivent compenser un poids important, des efforts, des pertes énergétiques, etc. La structure, elle doit être légère, facile à manipuler, ne pas entraver le mouvement, ne pas déséquilibrer la personne. Et le résultat, en fait, c'est que finalement, on est dans une conception mécanique très antagoniste. C'est-à-dire que, en fait, un exosquelette, il faut juste comprendre que c'est un compromis technologique. On ne peut pas être puissant et léger. On ne peut pas être avec une faible inertie et en même temps très rigide. On ne peut pas avoir une grande bande passante, c'est-à-dire être capable de suivre des mouvements très rapides et à la fois être très raide. Donc en fait, c'est un équilibre. Et c'est un peu à cause de ça que ce n'est pas la même structure mécatronique qui peut répondre aux besoins d'un soldat, d'une personne âgée ou d'une personne paraplégique. On est dans des cahiers des charges très différents. Alors je vais juste, pour finir, illustrer, je vais passer un peu, mais un point qui est très très important, celui du respect des intentions motrices. Donc c'est la capacité à ne pas entraver à des moments le mouvement volontaire. Parce que si un patient vous met dans une structure qui l'handicape encore plus, il va encore moins faire, et il va encore plus être déçu de ses capacités et abandonner la récupération et tout faire avec son bras résiduel, ce qu'on appelle le learn non-use, c'est-à-dire que les patients apprennent plus vite à ne plus utiliser ce bras handicapé et à tout faire avec l'autre, ce qui va générer très rapidement d'autres complications. Et donc la caractéristique derrière importante, c'est ce qu'on appelle la réversibilité ou la transparence. Alors en fait, c'est que la plupart des structures, quand vous concevez une structure mécatronique et vous devez l'actionner, alors c'est un peu technique, mais vous avez un moteur qui en général va tourner vite mais pas produire beaucoup de force. Or nous, on a besoin de faire beaucoup de force, donc on va rajouter des engrenages pour décupler les efforts, et donc vous allez avoir un motoréducteur qui tourne moins vite mais produit beaucoup de couples. Seulement, ce qui se passe, c'est que dans la chaîne de transmission, vous allez perdre des frottements et on va atteindre ce qu'on appelle de la non-réversibilité. C'est-à-dire que vous pouvez, en fait, en envoyant du courant dans le moteur, faire tourner la sortie. Mais si vous essayez de faire tourner la sortie, vous ne pouvez pas refaire fonctionner le système à l'inverse. C'est-à-dire, en quelque sorte, l'exosquelette qui est équipé de ça peut vous faire bouger, mais vous ne pouvez pas en retour faire bouger l'exosquelette. Ça donne un robot, par exemple, de ce type-là, où là, vous avez un robot industriel classique non réversible. Si vous poussez dessus, lui ne peut pas bouger. Et par contre, en fait, pour pouvoir capter que vous bougez, vous voulez le faire bouger, il faut mettre un capteur dessus pour capter votre intention motrice et en fonction de ça, envoyer des courants dans les moteurs pour le faire bouger. Mais un robot industriel, ce n'est pas réversible. Si votre tête est en chemin, si vous n'appuyez pas sur le capteur au bon moment, il va vous dézinguer. Et c'est le même problème qu'on a avec un exosquelette, c'est que comme la plupart des structures ne sont pas réversibles, 80% de l'énergie de la recherche dans les exosquelettes est mise à mettre des capteurs aux bons endroits pour détecter les intentions motrices, pour faire que quand vous allez marcher, la structure elle va capter que là vous êtes en train de marcher, elle va vous suivre. Et donc c'est ça la grosse difficulté. Alors il y a des solutions, par exemple le CEA a développé des actionneurs dits réversibles de ce type-là. Donc ça c'est un exosquelette sur lequel on travaille pour la rééducation et qui me permet quand même de faire les gestes même étant éteint. Donc moi j'ai la capacité d'agir sur l'exosquelette et ça rend les choses beaucoup plus simples. Donc vraiment c'est ça un des points les plus cruciaux dans le domaine des exosquelettes sur lequel tout le monde se bat pour assister un opérateur sain, une personne âgée ou autre, quelqu'un qui peut encore bouger. Il faut
une transmission réversible pour pouvoir détecter les mouvements du patient. Et donc à l'heure actuelle, beaucoup de gens utilisent plein de capteurs, par exemple les contractions musculaires, des capteurs d'effort comme on a vu sur le robot industriel, ou alors ils prennent le parti de donner le contrôle à la personne sur son propre corps au travers d'un système déporté, par exemple un joystick ou des choses comme ça. Voilà, donc je vais passer sur le dernier point qui était celui de la maîtrise des efforts d'interaction. Mais disons qu'à l'heure actuelle, la plupart des structures, elles sont très entravantes à cause du poids du robot, du frottement, de la dynamique. Et souvent, en fait, à la fin, elles sont plus entravantes que assistantes. Donc on peut développer avec certains exosquelettes et beaucoup de lois de commande et beaucoup de recherches, des systèmes pour faire que la structure soit presque invisible, transparente, qu'elle ne nuise pas, qu'elle ne résiste pas. Donc là, vous avez un robot qui est équipé de pas mal de lois qui permettent de compenser son poids, ses frottements, etc. pour qu'à des moments, on puisse avoir une structure qui n'entrave pas le geste, qui est quand même la clé. Bon, et puis il y a des choses sur le couplage physique aussi, où il y a beaucoup de recherches à faire, parce qu'à l'heure actuelle, ces structures-là sont très contraignantes, parce que c'est un euphémisme de dire qu'on ne sait pas vraiment reproduire les articulations robotiques, les articulations du corps humain. On fait des choses très approchées, et le couplage des deux rend les choses assez complexes. Donc le bilan de tout ça, en fait, c'est que les structures existent pour des besoins ponctuels, mais qu'il n'y a pas de structure polyvalente, qu'en fait, on a pu sortir des produits hors du laboratoire dans des cadres très précis, des cadres très simples. Par exemple, la rééducation en mode passif, c'est-à-dire cette même rééducation où la personne ne peut pas bouger et le robot la fait bouger. L'assistance à la marche, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de vrai partage de contrôle, c'est une machine à faire bouger. Le port de charge ou les exosquelettes passifs, parce qu'on a des opérateurs sains qui sont capables de dépasser cette espèce de langage du corps stéréotypé qu'il faut exhiber pour faire fonctionner la structure. Et puis, donc voilà, en fait, il y a une débauche de conception technologique, mais il y a assez peu de robots réellement disponibles parce qu'il y a des problèmes majeurs d'interaction physique, comme on a dit, la détection des intentions motrices, le partage de contrôle, tout ce qui est couplage, et puis le fait que les stratégies de compensation motrice sont potentiellement dangereuses. Donc il y a peu encore de méthodologie de qualification de la sécurité dans ces domaines de l'interaction homme-robot, mais il y a une norme AFNOR qui est en cours. Il y a deux groupes au sein de l'AFNOR, le GT exosquelette, et puis un autre groupe ergonomie X35 qui commence à s'intéresser à ça, parce que le risque, en fait, de la plupart des structures que je vous ai montrées pour prévenir des TMS, c'est que par exemple ce système qui vous compense le poids du bras, eh ben, à des moments il faut lutter contre pour ramener ses bras contre soi, et c'est possible qu'il soulage pour porter ses bras en l'air, mais que les efforts induits pour le piloter génèrent peut-être à terme d'autres TMS. Donc on est loin en fait d'avoir résolu un certain nombre de problèmes du couplage. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je serai prêt à répondre à vos questions. Y a-t-il des questions? On en prend deux pour être dans le même équilibre que ce matin. Ce qui m'a frappé en regardant vos exemples de marche notamment, c'est qu'on a l'impression que des gens comme Boston Dynamics, dans le monde des robots purs, sont très en avance par rapport à ce qu'on a vu là. Alors c'est vraiment lié à l'interaction homme-machine ou il y a d'autres raisons? Merci pour la question, vous avez tout à fait raison. En fait, on est capable de mimer assez bien des choses de point de vue robotique, de faire des structures anthropomorphes, de reproduire certains mécanismes. Boston Dynamics a une des clés de leur capacité, c'est que c'est une société à la base d'actionneurs hydrauliques. Et contrairement aux structures électriques, ils ont donc une bande passante, une dynamique, une force très puissante, et donc ils arrivent à reproduire des choses plus proches de la dynamique des actionneurs humains. Et donc résultat, on sait faire effectivement une paire de jambes qui va peut-être ressembler à la marche humaine. Par contre, de coupler les deux, c'est là où l'écueil, il n'est pas tant dans le développement des structures mécatroniques, mais dans le partage de contrôle, donner le contrôle, partager le pilotage de la marche. Et le cas, il est le même par exemple pour les prothèses. Les prothèses de main, on sait faire des mains polydigitales qui commencent à être remboursées par la sécurité sociale. Donc des mains, disons que depuis 30 ans, les mains, c'était juste un actionneur qui ouvre et qui ferme. On a maintenant des mains avec un moteur par doigt, même deux pour le pouce, qui peuvent faire des gestes incroyables. Sauf que les modes de contrôle de ça, c'est le mode de contrôle qui est myoélectrique des années 60, et les personnes peuvent juste contrôler des postures, par exemple la mettre comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Donc là encore, vous avez une illustration du décalage que en fait, la mécatronique avance vite, mais finalement l'interaction et le partage de contrôle, c'est ça qui est très limitant. Et à ça, après, ça ajoute un certain nombre de points qui est que le couplage aussi mécanique est assez complexe.
un corps, une liaison comme le genou ou le coude, on pourrait penser que c'est un simple pivot. En fait, c'est une liaison dite hélicale parce que c'est l'interaction osseuse de deux surfaces qui est assez complexe. Et donc, les deux séparément se passent très bien. Et quand on essaie de coupler les deux, il se passe tout un tas de choses assez horribles qui fait qu'on va avoir des limitations du mouvement du robot, on va avoir des douleurs générées sur le membre de la personne. Et donc, de mettre l'un dans l'autre est assez complexe. Voilà. Est-ce qu'il y a des tentatives pour greffer directement les impulsions nerveuses du corps sur la machine, de telle sorte qu'il n'y ait plus besoin d'un contact externe ou... D'accord, pour l'instant. Il y aura toujours besoin du contact externe parce qu'en général, un exosquelette, il est là. Enfin, un exosquelette, par définition, c'est une structure mécanique qui reproduit tout ou partie du schéma articulaire du corps et qui est placée à l'extérieur et qui donc assiste ou supplée à des fonctions motrices. Donc, il y a toujours besoin d'un échange de force à un moment. C'est une sorte d'orthèse, en quelque sorte, un exosquelette. Et donc, malgré tout, il y a plein de tentatives dans la détection de l'intention motrice qui serait de passer par, non pas le mouvement ou l'application de force, mais comme vous l'avez dit, des signaux physiologiques. Donc, pas mal des structures que j'ai montrées, on fait des tentatives avec lire les EMG, les contractions musculaires. Quand vous faites un mouvement, vos muscles en fait, se contractent parce qu'ils reçoivent des impulsions nerveuses via les nerfs. Et donc en mesurant ces impulsions-là, on a en quelque sorte des précurseurs du mouvement. Et donc pas mal de robots se servent de ça. Ils voient les impulsions, ils se disent là le muscle va se contracter. Ils ont un modèle de quand il y a telles impulsions dans le muscle, alors le muscle devrait faire ce mouvement. Et ils vont faire suivre la structure qui, elle, autrement n'est pas réversible, le mouvement pour à peu près le caler. Mais ça donne des choses assez complexes. Et l'autre tentative, c'est d'utiliser une commande cérébrale avec des signaux, par exemple, électromyogrammes. Alors, le terme décodage de la pensée, c'est un gros mot parce qu'à l'heure actuelle, on est plutôt à essayer de décoder des états cérébraux auxquels on associe une action. Mais disons que l'idée, ce serait d'essayer de récupérer de l'imagerie motrice par de l'électroencéphalogramme, des implants, de l'électrocorticographie, des choses comme ça, pour avoir ce message-là, pour faire que la structure suive ou, dans le cas où on ne peut plus bouger, qu'elle fasse. Donc il y a plein de tentatives qui se font. Il y aura toujours contact physique, mais il y a beaucoup de recherches qui se font dans le domaine des interfaces cerveau-machine, des interfaces nerf-machine. Et puis là, il y a des gros programmes de recherche, notamment américains, de la DARPA. Il y a un programme qui s'appelle Aptix, qui vise plutôt à développer des retours sensorimoteurs pour le domaine des prothèses, mais qui va beaucoup vers l'implant. Donc on va beaucoup progresser dans ces années-là. On sera très loin des prophéties d'Elon Musk sur on va se mettre des implants pour avoir une IA en parallèle de notre cerveau, etc. Pas du tout là. Mais du moins pour capter certaines intentions motrices avec un vocabulaire simple, un peu de la même façon qu'on le donnerait avec la montre, on devrait voir des choses dans les années qui viennent. Voilà.